Une nouvelle de James Graham Ballard, Du fond des âges. J'aperçus le coquillage à marée basse dans une flaque au milieu des rochers près de la grotte. Une grosse conque, en spirale nacrée, qui brillait dans l'eau limpide, comme une pierre précieuse. Pendant l'ouragan, je m'étais réfugié à l'intérieur de la grotte, regardant les vagues grises s'élancer vers moi, tels des sauriens épuisés. Et ce coquillage gisait à mes pieds un peu comme une marque de regret de la mer. L'orage grondait encore au loin, le long des falaises, et je me méfiais de quitter trop tôt mon abri. J'avais passé la matinée à suivre cette partie déserte du littoral du Dorset. J'avais pénétré dans une suite de baies encloses, entre des parois abruptes où nul sentier n'escaladait les murailles calcaires. Sapées par l'océan, les falaises de craie subissaient de continuels éboulements, et les plages étaient jonchées d'énormes débris de roches tendres à la surface grêlée, comme par la petite vérole. Il fallait s'attendre à d'autres glissements après l'ouragan. Je fis quelques pas prudents hors de la grotte en examinant la crête des falaises. Même les mouettes qui tournoyaient en échangeant des cris perçants semblaient peu désireuses de regagner les corniches friables. À mes pieds, la conque gisait dans sa flaque grossie en apparence par l'eau qui formait une loupe. Elle faisait bien 30 cm de long, présentant une spirale striée, hérissée de 5 gros ergots, un gastéropode fossile qui s'était chauffé au soleil dans la tiédeur de la mer cambrienne, quelques 500 millions d'années plus tôt, et que les vagues avaient probablement arraché aux strates calcaires. Impressionné par ses dimensions, je décidai de rapporter le coquillage à ma femme en souvenir de vacances. Ayant besoin d'un dépaysement total, après un dernier trimestre de professorat exceptionnellement surchargé, j'avais été expédié à la mer pour une semaine. J'entrai donc dans la flaque et sortis la conque de l'eau, puis je fis demi-tour pour reprendre ma route le long des falaises. Avec surprise, je vis que j'étais observé par une silhouette solitaire sur une plateforme de craie, à 20 mètres de moi. Une femme de haute taille, aux cheveux ailes de corbeau, vêtue d'une robe bleue tombant jusqu'à ses pieds. Elle était là, immobile, vision pré-raphaélite de la Madone aux yeux noirs de quelque humble hameau de pêcheurs, et fixait sur moi un regard pensif, voilé par les embruns. Sa chevelure séparée en deux au milieu de son front tombait comme un châle sur ses épaules, entourant un visage calme où se lisait une certaine mélancolie. Je l'observais muettement, puis esquissais un geste timide en montrant la conque. Les falaises tourmentées, les flots tout proches, le ciel sombre, semblaient nous isoler dans un lointain total, comme si cette grève et cette rencontre imprévue se situaient au rivage lugubre de la terre de feu, à la pointe extrême du monde. Sur l'arrière-plan de falaises humides, la robe bleue brillait de façon presque spectrale, en harmonie avec le ton nacré du grand coquillage. Je supposais qu'elle habitait quelques maisons isolées sur la falaise. L'ouragan venait de s'apaiser et je ne voyais d'autre abri que ma grotte. Et qu'un sentier caché descendait depuis le sommet le long des fissures du calcaire. J'escaladai la plateforme en me dirigeant vers l'inconnu. J'avais accepté ces vacances avec l'intention bien arrêtée de fuir mes semblables. Mais après la tempête et mes pérégrinations le long de la côte déserte, j'étais heureux de parler à quelqu'un. Bien qu'elle ne manifestât aucune réaction en réponse à mon sourire, ses yeux noirs ne traduisaient pas d'hostilité, comme si elle attendait que je m'approche davantage. En contrebas, la mer manifestait toujours sa colère, lançant des vagues qui déferlaient et serpentaient parmi les rochers. On peut dire que cet ouragan est arrivé sans prévenir, hasardai-je. Il est heureux que j'ai pu m'abriter dans la grotte. J'ajoutais, montrant le sommet des falaises à quelques 60 mètres au-dessus de nous. Vous devez avoir une vue magnifique sur la mer. Vous habitez là-haut ? Sa peau très blanche faisait songer à une perle ancienne. Je vis près de la mer, acquiesça-t-elle. Sa voix avait un timbre étrangement grave et sonore, comme si on l'entendait sous des eaux. Sa taille dépassait la mienne de 15 bons centimètres, bien que je ne sois pas spécialement petit.
Vous avez un magnifique coquillage, remarqua-t-elle. Je fis le geste de le soupeser. Impressionnant, n'est-ce pas? Un fossile est bien plus ancien que tout ce calcaire. Je vais probablement l'offrir à ma femme, mais sa vraie place serait au Muséum d'histoire naturelle. Pourquoi ne pas le laisser sur cette plage à laquelle il appartient? La mer est son domaine. Oh, pas cette mer-ci, rectifiai-je. Les océans cambriens, où ce mollusque a nagé, ont disparu depuis des millions d'années. J'ôtai un brin de fucus collé à l'un des ergots et le laissai s'envoler dans le vent. Je ne sais pas pourquoi au juste, mais les fossiles me passionnent. On dirait des capsules temporelles. Si on pouvait seulement dérouler cette spirale, elle nous montrerait probablement, image par image, tous les paysages qu'elle a vus jadis. Les vastes océans du Carbonifère, les mers chaudes et peu profondes du Trias. Vous aimeriez être transporté à ces époques? Il y avait une note de curiosité dans la voix grave, comme si mes commentaires intriguaient la femme. Vous les préféreriez au temps présent? Ce serait difficile, non, je suppose que c'est simplement une nostalgie de notre mémoire inconsciente. Vous comprenez peut-être ce que je veux dire. La mer est comme la mémoire. Tout ce qui a pu être perdu ou oublié existe encore en elle et à jamais. Ses lèvres remuèrent et je crus y voir l'ombre d'un sourire. Mes idées vous semblent absurdes? Pas le moins du monde. Elle me regardait fixement. Sa robe faite d'un tissu bleu argenté rappelait les écailles dures et luisantes des poissons pélagiques. Puis ses yeux se tournèrent vers l'océan. La mer montait. La flaque où j'avais trouvé le fossile était déjà envahie. Les premières vagues venaient se briser à l'entrée de la grotte et la plateforme sur laquelle nous nous trouvions allait bientôt être isolée. Je jetai un coup d'œil derrière moi pour essayer d'apercevoir le sentier à flanc de falaise. « La tempête va reprendre », dis-je. L'Atlantique se met facilement en colère et on ne sait jamais quand, ce qui n'a rien d'étonnant de la part d'une mer aussi ancienne. Elle dépendait jadis d'un océan beaucoup plus vaste, appelé Poséidon. Je refis volte-face. « Vous le saviez ?»« Bien sûr. » Elle me regardait avec condescendance. « Vous devez être professeur. Voilà donc ce que vous apprenez à vos élèves, le nom des mers et comment remonter dans le passé. » Je ris de ma propre confusion, amusé d'avoir été si bien percé à jour. Je vous demande pardon. Un des risques professionnels de l'enseignant est précisément qu'il ne peut jamais résister à la tentation de transmettre un peu de savoir. La mémoire et la mer? Elle hocha sentencieusement la tête. C'est de magie que vous usez, non de savoir, mais parlez-moi de votre coquillage. L'eau montait vers nous à présent. Sur la gauche, une chaussée formée de rochers brisés et culbutés menait vers la partie supérieure de la plage, où il n'y aurait pas de danger. Je tergiversais. Rester là, partir? L'escalade de la falaise, même si le sentier était bien tracé, demanderait au moins une demi-heure, surtout s'il me fallait aider la femme. Elle, cependant, apparemment indifférente, contemplait les vagues qui déferlaient à nos pieds et dont les filets se tordaient comme des serpents dans une fosse. Tout autour de nous, les gigantesques falaises semblaient plonger directement dans quelque abîme. Je ferais mieux de le laisser parler lui-même, biaisai-je. Ma femme était moins tolérante pour mes tendances doctorales. J'appuyai le coquillage contre mon oreille et me mis à écouter son lointain bruit de trompe. La conque restituait le fouettement des vagues, dont le bruit amplifié par la spirale faisait écho au murmure plus caverneux des masses liquides profondes. Les lames autour de moi s'abattaient parmi les rochers, suivant un rythme où alternaient le grondement et le soupir. Mais de la conque se déversait un extraordinaire mélange de sons, et j'avais l'impression de ne plus entendre seulement la mer se brisant à mes pieds sur la plage, mais un océan immense, baignant toutes les grèves de l'univers. Je percevais le fracas, le sifflement des rouleaux titanesques, le bruit des galets criant dans le ressac, le ululement des tempêtes et des typhons qui faisaient de la mer un seul maelstrom bouillonnant. Puis soudain, ce fut comme si la scène changeait et j'entendis alors le murmure calme et régulier d'une mer toute différente. Une mer aux eaux fumantes et peu profondes dont la surface se laissait passer des tiges de fougères géantes.
Un vaste lagon où des léviathans à demi immergés restaient immobiles comme des bancs de sable sous un soleil bienfaisant. Ma compagne m'observait, sa tête relevée offerte à la caresse des embruns. « Vous avez entendu la mer ?» J'appuyai davantage la conque sur mon oreille. À nouveau, je perçus les bruits d'un océan depuis longtemps disparu, avec, cette fois, le pandémonium d'une gigantesque tempête, d'une lutte formidable de la mer contre les isthmes d'un continent en train de retourner aux abîmes. J'entendais le grondement des dinosaures, les craillements des ptéranodons, piquant du haut des falaises sur leur proie vivante en déployant leurs lourdes membranes à mesure qu'ils prenaient leur essor. Cloué sur place, je serrais la conque entre mes doigts et je palpais les durs ergots de calcaire avec l'espoir qu'ils allaient peut-être me livrer leurs secrets. La femme m'observait toujours. Par quelques phénomènes liés sans doute au jour qui se raréfiait, elle semblait beaucoup plus grande et ses épaules paraissaient presque dominer ma tête. Je n'entends rien, dis-je sans conviction. Écoutez donc, m'ordonna-t-elle, ce coquillage a entendu les mers de tous les temps, chaque vague a laissé en lui son écho. Les premières nappes d'écume atteignaient mes pieds, maculant les lanières racornies de mes sandales. Un cheminement de roc qui se rétrécissait à chaque minute permettait encore de regagner la grève. La grotte avait déjà disparu et des bulles sortaient de son orifice submergé quand les vagues refluaient pour un court instant. Je montrais les falaises. Existe-t-il un sentier, un chemin qui permet de descendre à la mer ? À la mer ? Mais bien sûr. Le vent souleva la longue robe et je vis les pieds nus de la femme avec des algues accrochées aux orteils. Écoutez donc le coquillage. C'est la mer qui se réveille pour vous. Je tins la conque serrée dans mes deux mains. Cette fois, je fermai les yeux, et à mesure que me parvenaient les bruits des vents et des vagues de jadis, je voyais soudain l'image de cette baie déserte, des millions d'années auparavant. De hautes falaises blanches escaladaient les nues, des sauriens géants se dandinaient sur les grèves sauvages et sifflaient de fureur contre les grotesques poissons cuirassés qui les harcelaient quand ils piétinaient les endroits peu profonds. En bordure de l'horizon, des volcans aux nuées ardentes rougissaient le ciel. Alors, qu'entendez-vous ? Ma compagne insistait, visiblement impatiente. La mer ou le vent ? Je n'entends rien, marmonnai-je. Rien qu'un murmure. C'était en fait une éruption sonore qui émanait du fossile, le concert de craillements des sauriens faisant concurrence au rugissement de la mer. Et tout à coup, je perçus un autre bruit, au milieu du tumulte. Un cri aigu qui semblait venir de la grotte où je m'étais abrité. Cherchant l'image dans mon esprit, je vis l'orifice creusé à la base de la falaise, au-dessus des têtes des sauriens. « Attendez !» Je repoussai la femme, ignorant les vagues qui me léchaient les pieds. Comme la mer refluait, j'appuyai mon oreille contre le coquillage et celui-ci me transmit une nouvelle fois ce faible cri humain, appel affolé d'un homme en détresse. « Entendez-vous la mer à présent ?» Ma compagne faisait le geste de me prendre la conque. Sans lâcher prise, je hurlais par-dessus le bruit des vagues. « Pas cette mer, pas celle-ci, grand Dieu ! Il y a un homme qui crie !» Un instant, elle hésita, comme déroutée par cette annonce inattendue. « Un homme ? Qui parlait ? Donnez-moi la conque. » C'était simplement un marin en train de se noyer. D'un geste brusque, je plaçai le fossile hors de sa portée. Je me remis à écouter et je réentendis cette voix qui appelait, ce cri qui couvrait par instants les grondements des sauriens. Un marin, oui, mais un navigateur venu d'un lointain futur, abandonné il y a des millions d'années dans cette grotte au bord d'une mer triassique, gardé par cette mystérieuse naïade des profondeurs qui, en ce moment même, m'attirait en direction des vagues. Elle avait atteint le bord de la plateforme, les mèches de ses cheveux plaquées sur son visage par le vent, et de la main, elle me faisait signe de la rejoindre. Une dernière fois, j'écoutais la conque, et une dernière fois, j'entendis l'appel affaibli, le cri plaintif qui se perdait au hasard du vent.
Fermant les yeux, je laissais l'image de l'ancienne grève remplir mon esprit. Et l'espace d'un éclair, je distinguais un visage blême dont les yeux, depuis l'orifice de la grotte, semblaient m'appeler. Qui était cet homme ? Avait-il désespéré de retrouver son époque et avait-il choisi un beau coquillage pour le jeter à la mer avec l'espoir qu'un jour quelqu'un entendrait sa voix et se porterait à son secours ? Venez, il est temps de partir. La femme était à 4 mètres de moi et pourtant ses bras tendus semblaient presque toucher les miens. L'eau tourbillonnait autour de sa longue robe, en la façonnant selon d'étranges figures liquides, et son regard me fixait toujours comme celui de quelque poisson monstrueux. Non ! Pris d'une fureur subite, je reculais. En me détournant, je lançais la conque au loin, hors de portée de la femme, dans l'eau profonde. Au moment où le coquillage s'enfonçait dans la mer, j'entendis un bruit de lourd tissu remué, comme un battement d'ailes membraneuses. La femme avait disparu. Je sautais sur le premier rocher de la chaussée, encore immergé, pataugeais dans les flaques entre deux vagues et gagnais le haut de la plage. Ce fut seulement après avoir atteint les falaises que j'osais tourner la tête. Sur la plateforme où s'était tenue la femme, un énorme lézard me regardait de ses yeux glauques. Du fond des âges est une nouvelle de James Graham Ballard, extraite du recueil Nouvelles complètes 1963-1970, publié aux éditions Tristram. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.